Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la préfète, Monsieur le maire, cher Luc Lemonnier, Mesdames les députés, Mesdames et Messieurs, chers lauréats, je suis triplement heureuse d'être ici avec vous, triplement heureuse d'abord de retrouver bien sûr Jacques Attali, que je remercie pour son invitation. J'ai découvert Jacques lors d'un dîner récemment, non pas le Jacques Attali, l'intellectuel qui nous projette dans la mondialisation ou parfois les affres potentielles de notre monde, mais l'homme attaché vraiment à mettre en exécution des solutions pratiques, permettant de changer le lendemain. Je me suis retrouvée dans ce militantisme pragmatique, parce que c'est vraiment aussi ma marque de fabrique. Issue de la société civile, je sais que nos concitoyens nous attendent sur des changements pratiques, mais, et c'est la difficulté de la tâche, sans ignorer le long terme. Merci beaucoup, Jacques Attali, de me donner cette magnifique occasion de mettre en lumière une politique qui n'est pas assez connue de tous. Heureuse aussi de pouvoir échanger avec des acteurs locaux, de collectivités, françaises ou étrangères. Quand on sert nos concitoyens sur des problématiques quotidiennes, les problèmes sont souvent les mêmes et les solutions se trouvent partout. Je fais partie de ceux qui pensent que rien ne peut se faire sans l'autre et que les exemples concrets valent mieux que des grands discours. Enfin, merci aussi de me permettre de mieux connaître le Havre et j'en entends souvent parler avec une personne que je suis fière de servir et qui encore hier me disait « Tu as tellement de chance d'aller au Forum au Havre demain ». Je n'ai pas besoin de vous dire qui c'est. Je voudrais utiliser ces quelques minutes de votre écoute pour, dans un premier temps, mettre en perspective la politique du handicap que je porte pour vous montrer qu'elle dépasse largement les seuls besoins légitimes des personnes en situation de handicap. Évoquer la méthode que je suis pour faire évoluer les choses et ensuite illustrer de quelques exemples la portée pratique des chantiers. J'ai l'habitude de qualifier le modèle que je porte de société inclusive. C'est un mot déjà qui est bien galvaudé, qui est repris dans beaucoup de situations. On emploie de plus en plus le mot inclusion, école inclusive, entreprise inclusive, société inclusive. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas du tout parler d'écriture inclusive, pas ce soir. Je veux parler de la société inclusive qui sous-tend notre politique du handicap, mais peut aussi être un modèle plus largement pour nos concitoyens les plus fragiles, nos aînés, nos jeunes en quête de sens. Une société inclusive est une société qui appartient à tous et qui fait des singularités sa richesse, non en visant la normalisation, dans les politiques comme dans les politiques d'assimilation, ni en les rejetant dans les marges sous prétexte de protection. L'harmonie se nourrit de différentes expressions de la diversité. Et de cette manière, le corps social, l'ensemble du corps social gagne en cohérence et en force. Comme le corps humain compense souvent une faiblesse par le renforcement d'une capacité, le corps social de notre pays doit se renforcer des citoyens divers qui la composent. Après 20 ans d'engagement associatif au service de tous les handicaps, avec comme règle constante de m'appuyer sur les réalisations individuelles pour les diffuser en bonne pratique, et ce soir je pense que c'est vraiment ça qui nous rassemble tous, les bonnes pratiques, le président de la République m'a demandé de porter ce combat au bénéfice des personnes handicapées au niveau ministériel, faire avancer en transversalité l'autonomie des personnes, notamment en situation de handicap, et de mettre le citoyen, quels que soient les accidents ou injustices de vie, au centre de notre société, avec dignité. Permettez-moi une rapide digression sur ce débat qui me semble dépasser aujourd'hui, celui de la place des membres de la société civile dans la vie politique. Faire appel à des spécialistes sectoriels ou emblématiques de tel ou tel domaine ne veut pas dire qu'ils doivent rester cantonnés dans leur propre domaine ou servir de caution. Comme il n'y a pas de petits élus, pas de petits maires, il n'y a que des hommes et des femmes qui veulent contribuer à l'amélioration de la vie de leurs prochains. Il y a des élus associatifs qui portent également le même objectif. Être élu dans le monde associatif, et nous l'avons vu tout à l'heure, monsieur le maire, ou élu de la République, c'est porter les aspirations des citoyens. Être membre du gouvernement, c'est incarner des combats, décider, impulser des mouvements, mais c'est aussi l'art de l'exécution, dans le temps, exécution des mesures, quelquefois structurantes, mais le plus souvent quotidiennes. En acceptant cette responsabilité, j'ai formé un souhait auprès du président, une volonté que le Premier ministre a reprise. Le secrétariat d'État pour les personnes handicapées devait être rattaché directement au Premier ministre.
En effet, auparavant, il était auprès du ministère de la Santé. On informait, on cantonnait les personnes à leur situation de handicap, mais leur situation de maladie. Une personne, avant d'être handicapée, c'est une personne avec les souhaits de tout un chacun, les besoins et les attentes. Ce rattachement auprès du Premier ministre est donc un signe fort de notre volonté de prendre en compte les souhaits de la personne handicapée dans leur globalité. Pas seulement un signal, c'est un outil d'efficacité fort. À l'heure où les parlementaires se plaignent à raison de la profusion de nouvelles lois, je veux vous rassurer, il n'y aura pas de loi Cluzel. Notre pays, spécialement dans le champ du handicap, se satisfait volontiers de principes incantatoires qui nourrissent la frustration, voire la désespérance de nos concitoyens. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la pleine citoyenneté des personnes handicapées a posé des fondamentaux en termes de principes et d'actions publiques. Aujourd'hui, notre action consiste à infuser au sein de chaque ministère, dans chaque décision, dans chaque loi, la traduction effective des besoins de tous. Ce qui est pensé et conçu pour tous exige d'être voulu pour chacun. Une loi ne vaut que si elle est applicable et bénéfique à tous. Tel est le premier fondement d'une société inclusive. Pour cela, j'ai une boussole dans mon action. D'abord, je suis persuadée que la mère de toutes les batailles, c'est la persuasion et la capacité de donner envie en changeant la perception de nos concitoyens sur les choses et notamment sur le handicap. Faire que le handicap soit compris et perçu par les Français comme une chance de transformer notre société, la rendre accessible à tous, personnes âgées, familles nombreuses, cela doit servir à tous. Que le handicap soit vu comme un accélérateur de progrès pour tous, que le handicap soit perçu comme atout de cohésion sociale, de diffuseur de bienfaits et de bienveillance, que le handicap, bref, soit vu comme un accélérateur et d'innovation sociale. Porter un regard de présomption de compétence sur les personnes en situation de handicap. C'est cela qui doit nous animer. Faisons de la singularité une richesse. J'ai une méthode pour aboutir, fruit de mon expérience passée, être forte sur ses convictions et pragmatique dans leur exécution. Je voudrais vous parler de 4 temps forts qui peuvent vraiment changer la donne et faire bouger les lignes. Une société inclusive, c'est une société où tout le monde est citoyen. Ça peut paraître élémentaire. La capacité à jouir pleinement de ses droits en représente la clé de voûte. Un des droits fondamentaux qui permet à chacun de participer à la vie de la cité, c'est le droit de vote. Aucun accident de naissance ou de la vie ne saurait remettre en cause ce droit. Et pourtant, en France, près de 300 000 personnes en situation de handicap liées à une déficience mentale ou des troubles psychiques considérés inaptes à donner leur avis se sont vus retirer leur droit de vote par un juge des tutelles en vertu de l'article L5 du Code électoral. Le droit à exprimer ses choix ne peut dépendre ni d'un niveau d'indépendance économique, culturelle ou sociale, ni d'un niveau de connaissance. Il relève de la dignité et de la liberté de tout membre de la communauté humaine. Le combat pour le droit de vote des personnes handicapées, soutenu à la fois par la plupart des associations, le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, a enfin trouvé sa pleine reconnaissance le 9 juillet 2018, lorsque le président de la République a affirmé devant la nation lors du congrès à Versailles sa volonté de remettre toute personne handicapée dans sa pleine dignité et citoyenneté, à savoir exercer son droit de vote de façon inaliénable et inconditionnelle. Accorder le droit de vote aux personnes handicapées répond à ce devoir d'équité. Elle leur permet de prendre directement part à l'élaboration des politiques publiques, où trop souvent elles apparaissent comme des variables d'ajustement, ou même sont oubliées. Comment le pouvoir exécutif et législatif pourrait-il comprendre leur réalité existentielle, leurs attentes, leurs besoins sans entendre leur voix? Cela étant, ce droit ne sera effectif qu'accompagné des outils ou des supports facilitant la participation de chacun et la compréhension des choix qui s'offrent à lui. Accessibilité, facile à lire et à comprendre, autant d'outils qui existent et que nous devons développer. Tous également citoyens, c'est une autre condition sine qua non de la société inclusive. Je forme le vœu que la représentation nationale, toute sensibilité confondue, se retrouve sur ce sujet et envoie un message fort en direction des personnes handicapées en votant à l'unanimité le retour de ce droit lors de son passage à l'Assemblée. Nous pouvons aussi réenchanter l'Europe par le handicap. Cela peut vous paraître curieux, mais nous avons vraiment un outil merveilleux qu'est l'Europe qui peut nous rassembler. Je connais
et je partage votre attachement à l'Europe, aujourd'hui en danger par la montée des égoïsmes exacerbés par une technocratie coupée des aspirations légitimes de nos concitoyens. L'Europe, ce n'est pas que des contraintes économiques, financières. Ce doit être des opportunités de nous unir dans un échange de bonnes pratiques, de nous unir dans des moyens mutualisés au service de tous. Dès ma nomination, j'ai fait un tour d'Europe. Je me suis engagée avec d'autres ministres, notamment Jean-Michel Blanquer, pour aller voir, comprendre pourquoi dans certains pays, ce vivre ensemble était déjà une réalité et que la différence, sur notamment le handicap, n'en était plus une. Et je ne parle pas que des pays scandinaves, mais des pays très voisins, très proches de nous, comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Pourquoi? Il y a 30 ans, ils ont tout simplement fait leur révolution. Ils ont fermé les établissements médico-sociaux. Ils ont accompagné les personnes au milieu des autres. Alors, ça s'est développé ce courant dans la vie ordinaire, cette acceptation, ce changement de regard. Aujourd'hui, en Europe, nous avons près de 80 millions de personnes en situation de handicap. Donc nous avons une vraie communauté qui n'aspire que justement à avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout un chacun. J'ai donc proposé au président de la République d'organiser dans les prochains mois, ça sera en janvier, avec bien sûr Nathalie Loiseau, une rencontre de tous les ministres européens du handicap pour échanger sur nos bonnes pratiques. Nous en avons une formidable qui s'appelle le Duo Day, que j'ai lancé et que j'ai relancé le 26 avril dernier. Nous allons en faire dans une dimension européenne, un partage d'une journée professionnelle avec une personne valide et une personne en situation de handicap. Plus de 10 000 duos ont été ainsi formés. C'est une rencontre qui permet justement cette acculturation à la différence et qui ouvre les portes des entreprises. Nous avons aussi une possibilité commune, celle de nous unir pour pour la recherche sur les causes sur l'autisme. Aujourd'hui, nous avons près de 1 enfant sur 100 qui naît avec une prévalence d'un autisme possible. C'était 1 enfant sur 5000 il y a 30 ans. On ne peut pas se contenter juste de voir cette dégradation sans pouvoir s'unir pour en faire quelque chose de fort au niveau européen. Donc, dès janvier, nous pourrons nous réunir. Je pense que l'Europe peut se réunir sur ces grands sujets. Et Jacques Attali, je vous propose un Positive European Forum about Disability Person. Je pense que nous avons de quoi porter vraiment quelque chose de commun. Je sais qu'il y a eu des idées qui ont été lancées. Pourquoi pas en janvier faire un petit forum européen axé sur cette pratique, sur ces bonnes pratiques inclusives pour porter une dimension européenne autour de ce vivre ensemble. Le handicap, encore une fois, dans ce domaine, doit être l'accélérateur de l'innovation pour le bien commun. Ainsi, les avancées high-tech déjà opérationnelles, comme les exosquelettes, les applications sur téléphone, permettent aux personnes de gagner en autonomie. La technologie doit être au service de l'autonomie, car c'est en pensant la conception universelle de l'accessibilité, dès le départ, que nous servirons ensemble et l'ensemble de la population. Nos amis scandinaves pensent déjà ce concept. Le Universal Design est quelque chose qui est dans leur gène et qui sert à tous. Nous pouvons parler peut-être aussi du logement accessible, parce que nous avons vu cet après-midi l'importance de se vivre ensemble au cœur de la cité. La fameuse loi Elan, dont vous avez entendu parler, certainement mal expliquée, est un exemple pourtant de l'utilisation des avancées technologiques. Plutôt que de nous restreindre dans des dogmes non respectés et qui punissent, avec des règles telles que 100% de logements accessibles, y compris au passage d'appartements pour lesquels les personnes handicapées ne pouvaient même pas accéder par faute d'ascenseur, utilisons les avancées comme la domotique, les ascenseurs, la mise en technologie vraiment de façon autonome, ces évolutions que nous pouvons faire tous ensemble pour bâtir vraiment des solutions innovantes qui permettent le rester chez soi, le vivre chez soi, le bien vieillir chez soi. C'est cette avancée technologique qui nous permettra de faire cette cohésion sociale. On peut le faire, et cela pour le bien de tous. L'ascenseur en est un exemple, et le Premier ministre a annoncé une mesure forte d'abaissement de l'ascenseur dans les immeubles à partir de 3 étages pour permettre justement cette construction de cette société du futur que l'on bâtit actuellement pour les 50, les 100 ans à venir. Pour finir, juste un dernier mot sur un chantier qui me tient à cœur et qui est un des plus difficiles. La simplification. La simplification est au cœur de notre politique, car les contraintes, les lourdeurs administratives sont vécues, à juste raison, comme vexatoires et souvent humiliantes. Sur ce point, le dialogue avec les départements est essentiel,
car en tout domaine, le secrétariat d'État est force de proposition à partir de valeurs et d'orientations clairement affichées et qui sont bâties sur le territoire. Nous devons instaurer une relation de confiance entre les personnes et l'administration en cessant d'imposer constamment les preuves du handicap à charge pour la personne. Bien sûr, cela simplifiera la vie des personnes, mais cela simplifiera aussi la vie de l'administration et cela simplifiera aussi ce regard que l'on porte sur les personnes qui est très très empêchant. Je sais pouvoir compter sur les collectivités locales car c'est du gagnant-gagnant et je sais que nous avons des experts ici présents. Nous devons pouvoir simplifier la vie des personnes, c'est vraiment quelque chose qui doit nous animer. Je ne peux m'empêcher, avant de conclure, de vous relire quelques phrases qui ont accompagné l'annonce du plan pauvreté par le président, qui porte un vrai projet de société plus juste, une société autre. Je cite, « Il y a au cœur de ce dont nous parlons un projet productif qui permet seul l'émancipation de chacun, un projet éducatif sur lequel nous nous battons depuis 15 mois, qui seul permet à chaque enfant de la République de construire son autonomie et ensuite à chaque adulte de retrouver sa place dans les accidents de la vie. Ce que nous avons à faire, ce que notre génération a à faire, n'est plus d'ajuster le formidable État-providence que les générations précédentes avaient progressivement construit, c'est de refonder un État-providence contemporain qui réponde aux risques nouveaux, aux instabilités de société. Nous ne réglons pas un problème, nous ne portons pas une stratégie pour une catégorie de population. Nous parlons juste de nous et de la République. Et parfois, celles et ceux qui sont passés par ces chemins ont plus à nous dire de la République que celles et ceux qui parlent le plus souvent d'elle. Il est vraiment dommage que ce discours, qui est une grande, grande force, un discours solidariste et humaniste, n'ait pas été assez repris, notamment dans les médias. C'est donc bien en donnant la parole aux hommes et aux femmes de notre pays que nous devons bâtir notre politique publique. C'est tout l'enjeu de vos rencontres aujourd'hui et je suis très heureuse de voir la pluralité des projets qui sont présentés ce soir. Pour conclure, et vous remercier de votre écoute et plus encore de votre soutien, j'espère vous avoir convaincu que dans ce monde que d'aucuns appellent nouveau et que je préfère appeler en évolution, les besoins de nos concitoyens évoluent. Ils aspirent à plus d'autonomie, mais restent attachés à l'équité, la justice et la fraternité. Je vous remercie.